sommaire de cette édition en Tunisie, le nouveau président Kaïs Saïed a chargé ce vendredi l'ancien secrétaire d'État Habib Djemli de former un gouvernement. Des centaines de jeunes ont décidé de redescendre dans la rue à Khartoum pour tenter de résoudre un problème de la vie quotidienne, celui de l'engorgement des transports en commun. Et puis, lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande à Berlin, le président congolais Félix Tshisekedi a estimé que l'épidémie d'Ebola devrait être éradiquée d'ici à la fin de l'année dans son pays. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À 48 heures de l'ouverture de la campagne de la présidentielle prévue le 12 décembre prochain en Algérie, les Algériens sont à nouveau massivement dans la rue sous une pluie battante. Et ce, pour dire non à un scrutin destiné, selon eux, à régénérer un système dont ils veulent se débarrasser. Après avoir obtenu en avril le départ d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans, le Irak, le mouvement de contestation inédit apparu le 22 février, refuse de s'essouffler. La mobilisation était encore massive malgré le froid et la pluie pour ce 39e vendredi consécutif de manifestations. Malgré aussi la centaine d'incarcérations de manifestants, militants et journalistes depuis juin, une vague de répression des manifestations entamée peu après l'annulation, faute de candidats, d'une première présidentielle le 4 juillet dernier. Le but de ce collectif, d'abord, c'est d'exiger la libération de nos 3 confrères emprisonnés, Sofiane Marrakchi, Azeb Chir et Abdelmounji Khelladi. Et le deuxième but, c'est de lever les intimidations, les harcèlements et les menaces contre les journalistes qui soient indépendants ou qui travaillent dans les médias publics ou privés. Et donc je suis ici pour exprimer ma solidarité avec tous les confrères qui subissent quotidiennement des pressions. Certains sont mis à l'écart, certains sont virés uniquement pour avoir voulu exprimer, je dirais même pas leur solidarité, mais juste qu'on les laisse faire leur job. Et notre job, justement, c'est de montrer cette ferveur, cette ardeur qui est dans la rue depuis maintenant bientôt 9 mois. 5 candidats sont en lice, tous ayant participé aux 20 ans de présidence Bouteflika ou l'ayant soutenu, parmi lesquels les ex-premiers ministres Ali Benfis et Abdelmadjid Tebboune, des septuagénaires qui font office de favoris d'un scrutin, dont tout laisse à penser qu'il sera marqué par une abstention massive. En Tunisie, l'ancien secrétaire d'État Habib Djemli a été choisi par le parti d'inspiration islamiste Ennahda pour former le prochain gouvernement. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi Imed Kemiri, porte-parole de ce mouvement. Arrivé en tête des législatives, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a proposé l'ancien secrétaire d'État Habib Djemli pour former le prochain gouvernement. Il a été désigné pour occuper le poste de chef du gouvernement alors que le parti avait jusqu'à ce vendredi pour annoncer son choix. Ingénieur agricole de formation, Habib Djemli est un ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture de 2011 à 2014. Il sera formellement chargé par le président de la République, Kaïs Saïed, de former le gouvernement. Pour mener à bien cette tâche, Habib Djemli aura 1 mois renouvelable une fois. Le gouvernement doit ensuite être approuvé par une majorité de députés. À défaut de majorité, à l'issue de ce délai, le président Kaïs Saïed pourra proposer un autre chef de gouvernement. De la Tunisie, allons au Niger où Hama Amadou, principal opposant qui vit en exil depuis 3 ans et candidat à la prochaine présidentielle, est rentré ce jeudi à Niamey. Ceci après le décès fin octobre de sa mère. Plus de précisions à travers ce reportage. Son Excellence Hama Amadou a regagné Niamey ce jeudi. Il s'est directement rendu au cimetière musulman de Yantala pour se recueillir sur la tombe de sa mère, ont indiqué ses militants sur les réseaux sociaux et ont diffusé des photos de lui près de la tombe. Il portera son deuil comme cela convient en pareille circonstance. Le 14 novembre 2015, à son retour d'un premier exil, l'ex-président de l'Assemblée nationale avait été arrêté dès sa descente d'avion, puis emprisonné. Ancien allié du président Mahamadou Issoufou, Hama Amadou avait quitté le Niger fin août 2014 après l'autorisation par les députés de son audition par la justice dans une affaire de trafic international de bébés.
qu'il a toujours qualifié de cabale politique. Également ancien Premier ministre, Hama Amadou était arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 sans pouvoir faire campagne étant emprisonné. Après le premier tour, il avait été évacué d'urgence de sa cellule pour recevoir des soins médicaux en France. Il n'était plus rentré au Niger jusqu'à son retour ce jeudi. Hama Amadou a été désigné en août candidat à la présidentielle de décembre 2020 par son parti, le Mouvement démocratique nigérien moderne, principal mouvement d'opposition. Mais il risque de se voir écarté du scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison dans l'affaire de trafic de bébés. En 2018, il avait été déchu de son poste de député et remplacé par son suppléant. Fin octobre, pouvoir et opposition au Niger ont annoncé vouloir entamer un dialogue en vue d'apaiser le climat politique tendu à 1 an de la présidentielle. Le ministre burkinabé de la Sécurité Ousseini Compaoré a donné une conférence de presse à Ouagadougou pour expliquer les défis auxquels fait face l'armée. À cette occasion, il a également clarifié l'annonce par le président Kaboré de recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace, faite après l'embuscade contre un convoi d'une société minière canadienne qui a fait 38 morts. On le suit. Ici, nous avons affaire à une guerre asymétrique. Notre armée n'était pas préparée à cela. Et vous savez très bien qu'on ne forme pas, on ne change pas la stratégie d'une armée comme ça. Ça se fera dans un cadre, pas à l'échelle nationale, mais dans les zones qui seront concernées. Il y aura des critères pour recruter. On peut imaginer qu'il y aura des critères de moralité, il y aura des critères d'âge, il y aura des critères de résidence. Il y a un certain nombre de critères, bien sûr, que le décret va fixer. Il y a des groupes islamistes, il y a certainement des délinquants, il y a parfois de la sous-traitance, dépendant de l'endroit du territoire. Les raisons pour lesquelles les uns et les autres attaquent ne sont pas toujours les mêmes. Vous avez l'État islamique, ce n'est certainement pas pour de l'argent qu'il attaque, c'est pour islamiser. Mais les délinquants, les fraudeurs, les bandits, c'est certainement pour autre chose que l'islamisation. Je le disais en titre, en début d'année, les jeunes Soudanais étaient dans les rues de Khartoum pour porter la révolution. Des mois plus tard, des centaines y sont de retour, mais cette fois-ci, pour tenter de résoudre un problème de la vie quotidienne, celui de l'engorgement des transports en commun. La crise des transports chronique au Soudan a empiré depuis la révolte populaire qui a mené en avril à la chute d'Omar el-Béchir. Comme la plupart des autres services publics, ces transports déjà peu reluisants ont du mal à fonctionner effectivement depuis. Et les opérateurs privés sont de plus en plus nombreux à mettre la clé sous la porte, la chute de la livre soudanaise ayant rendu l'importation et l'achat de certaines pièces de bus trop coûteux. Face à cette situation, des centaines d'autres jeunes, pour beaucoup d'anciens manifestants pleins d'enthousiasme, ont décidé de redescendre dans la rue dans l'espoir à présent d'aider les malheureux usagers des transports en commun qui doivent presque se battre quotidiennement pour regagner leur domicile. Les militants se postent au bord des routes, aux heures de pointe et interpellent automobilistes et chauffeurs de car pour les convaincre d'accepter d'autres passagers. Nous les jeunes avons lancé cette initiative pour aider les gens à se rendre chez eux, que ce soit avec une voiture privée, un taxi ou un bus. Il y a des gens qui nous sollicitent. La rue est bloquée et la situation dans le pays est mauvaise et nous n'avons pas de solution. Nous sommes descendus dans les rues pour des manifestations. Nous avons maintenant un gouvernement civil, mais il n'y a toujours pas de solution à cette crise et la situation est difficile. Nous souhaitons qu'il tente de trouver une solution pour la question du transport. Est-ce que les gens vont continuer à se débattre avec les transports en commun comme ça? La question des transports est devenue un défi majeur pour le gouvernement de transition d'Abdallah Hamdok,
un ancien économiste de l'ONU nommé Premier ministre en août dernier. Il s'est d'ailleurs engagé à importer de nouveaux bus ainsi que des pièces détachées pour réparer les anciens et à faire remettre les routes en état. Mais en attendant, son gouvernement a décidé dimanche de se joindre au mouvement de solidarité. Tous les véhicules des ministères et des services d'État devront dorénavant accepter de transporter gratuitement les passagers lambda. Le président congolais Félix Tshisekedi a estimé ce vendredi à Berlin que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola devrait être éradiquée d'ici à la fin de l'année en République démocratique du Congo. Cette épidémie a fait, rappelons-le, plus de 2000 morts dans le pays. Alors qu'un deuxième vaccin a été introduit jeudi dernier en République démocratique du Congo, à titre d'essai clinique contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi a affirmé ce vendredi que l'épidémie devrait être éradiquée d'ici à la fin de l'année. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin. L'épidémie a fait plus de 2000 victimes. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec satisfaction que celle-ci est éradiquée au nord et au sud Kivu, et il en reste encore quelques cas du côté de l'Ituri, a détaillé le président congolais Félix Tshisekedi. Déclaré le 1er août 2018, cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué 2193 personnes. 1067 personnes ont été guéries. L'épidémie a été déclarée en urgence de santé publique mondiale le 17 juillet par l'OMS dans un appel aux bailleurs de fonds. La maladie se traduit par des poussées de fièvre, des diarrhées, des hémorragies. Une réduction sensible des cas de contamination à Ebola a été observée ces dernières semaines par les autorités sanitaires. Mercredi soir, le dernier bulletin épidémiologique indique que 508 cas suspects sont en cours d'investigation. 4 nouveaux cas ont été confirmés. Aucun nouveau décès de cas confirmés n'a été enregistré. Une note de sport pour finir cette édition. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est arrivé à Juba pour sa première visite au Soudan du Sud. Il y a rencontré la secrétaire générale de la FIFA et le président de la Fédération de football du Soudan du Sud pour discuter de la promotion du football dans le pays. La FIFA et la CAF en tant qu'organisme, nous sommes affiliés à cet organisme et nous sommes une famille, nous sommes devenus une famille. Leur venue aujourd'hui stimule et soutient un sport au pays. Comme nous le savons, c'est l'un des outils importants qui apporte l'unité et la paix entre les peuples. Nous sommes ici aujourd'hui pour voir ce que nous faisons pour le football dans ce pays. C'est pourquoi nous pouvons discuter avec le président de la fédération, avec l'État, comment ensemble promouvoir le football, comment soutenir ce pays, ce jeune pays pour le football. Comme nous le savons, c'est l'un des outils importants qui apporte l'unité et la paix entre les peuples. En tant que leader mondial du football, il est essentiel que nous contribuions à toute discussion qui fait la promotion du football et de la paix. Nous soutenons déjà très activement la Fédération de football du Soudan du Sud dans la construction d'infrastructures pour promouvoir le football au niveau local et nous sommes heureux de voir que ces efforts ont porté leurs fruits. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV.